Dalia de l'entreprise Octo va prendre la parole pour terminer cette matinée sur la transformation numérique des entreprises. Comme vous avez pu le remarquer sur le programme, on a des thématiques par demi-journée et cet après-midi, on sera plus sur l'e-administration. Donc David va prendre la parole avant qu'on aille tous déjeuner, qu'on fasse une pause déjeuner. Mais comme vous avez pu le voir, il peut entretenir son public, il peut donner envie à son public de rester. Donc je compte sur vous pour rester jusqu'au bout. Mais de toute façon, j'ai aucune crainte, à mon avis, tous les autres vont arriver. Là, je vais aller tous les chercher et tout le monde va arriver. Merci David. Merci, merci Tania. Bonjour ou rebonjour à tous. Alors, je démarre ma transformation lundi. J'ai un peu spoilé tout à l'heure, j'ai dit qu'on parlerait de régime, parce que c'est une phrase qu'on dit souvent, je vais démarrer mon régime lundi. Donc, je le disais aussi juste avant, je travaille, j'ai fondé la société Octo en Australie. C'est une boîte de conseil en IT. On a bossé ici avec pas mal de gens. Et petite précaution de discours, je vais souvent dire le mot digital ou numérique, indifféremment. Je sais qu'il y a des puristes qui disent qu'on ne dit pas digital, qu'on dit numérique. Ce matin, j'écoutais dans le car 2 personnes qui disaient on ne dit pas chocolatine, on ne dit pas en chocolat. On s'en fout un peu, au final, c'est l'usage. Hein, donc, je vais dire digital numérique. Je vais aussi souvent dire agile et digital en même temps. Parce qu'en réalité, on va le voir, c'est qu'une entreprise qui veut faire du digital, pas qui veut consommer du digital, mais qui veut faire du digital, elle a besoin de transformer sa façon de travailler. Et donc, elle va devoir nécessairement être agile. Ça a été un mot qui a été dit ce matin par une des personnes qui était là. L'agilité, on ne parle pas d'agilité au sens uniquement technique, technologique, mais aussi une agilité au sens du business. Et donc, je vais dire indifféremment, numérique, digital, agile, ne m'en voulez pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transformation numérique? Vous avez beaucoup d'exemples ce matin. C'est comment les entreprises, parce qu'on ne peut pas parler de transformation, comment les entreprises se préparent, s'organisent pour accueillir le digital. Donc, c'est pas que pour créer des emplois et des services, ça ne veut pas dire créer des startups, une transformation digitale. Ça veut dire aussi comment moi, en tant qu'entreprise, j'utilise et je réutilise dans ma société le digital et comment je le fais. Et ça veut dire que nécessairement, ça veut dire qu'on révolutionne l'entreprise ou l'administration pour utiliser ces services. Alors, je vais prendre un angle qui est très très différent de ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, parce que en réalité, dans la transformation numérique, il y a beaucoup de technologies. Et on a parlé beaucoup de technologies ce matin, d'intelligence artificielle, d'IoT. Et j'ai insisté un petit peu tout à l'heure, c'est que le côté culturel est souvent mis de côté dans la transformation. Et moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Cette presse-là a été faite en Australie. Alors, parfois, il y aura des mots en anglais que je traduirai pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, c'est une histoire qui m'est arrivée vraiment. Hein, je vous raconte ma vie. Alors, première question. Quelle est la différence entre cette photo? Alors, souvent, les gens sifflent quand ils voient cette photo, mais pas ici apparemment. Et cette photo. Alors, bien sûr, vous allez me dire le surf. Bravo. Non, c'est pas ça. Les vagues, les gens, les nuages, le short. D'accord? Non, c'est pas ça. De quoi? La main. Bravo. Mec, ils ont des yeux jusqu'au bout. Alors non, la différence entre les deux, c'est juste la date lorsqu'elle a été prise. Ça là, ça a été prise en novembre 2014. Vous pouvez pas le savoir. Ça, c'est novembre 2014, la première fois que je suis arrivé en Australie. Et évidemment, j'avais un espoir de faire du surf, mais ça a duré une journée en fait, parce que j'étais complètement nul. Donc j'ai repris la même photo ici, mais sans le surf, parce que je ne sais pas en faire. Mais c'était fait en mai 2019, donc il y a 3-4 mois. Bon, à part ça, c'est pas très intéressant, sauf si on sait qu'entre les deux, il y a eu cette photo. Ouais. Et ça, c'était pris en... Ouais, donc j'ai pris 20 kilos entre les deux. Ouais. Et ça a été pris en janvier 2019. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez compter. En 4 ans, j'ai pris 20 kilos. En 4 mois, j'ai perdu 20 kilos. Alors, et là, aujourd'hui, j'ai perdu 25, je crois. Donc normalement, vous sifflez là, mais bon, vous sifflez toujours pas apparemment. Alors, je sais que dans la salle, il y a des gens qui vont se dire, bon, encore un type qui nous raconte sa vie. Je suis d'accord, moi je déteste des gens qui racontent leur vie et qui font des exemples inductifs de toute leur histoire, quoi. Ils ont vécu un truc comme les expériences après la mort. Vous savez, les gens ils disent, j'ai vécu un truc après la mort, donc je peux parler de Dieu parce qu'on s'en fout, c'est ton histoire, ça ne nous intéresse pas. Ça, je réagis comme ça, donc je vous préviens avant. Il y a des gens, les haters, vous savez, ils vont dire ouais, mais t'as perdu 20 kilos, tu vas en prendre 30 l'année prochaine. Ouais, je sais tout ça. Mon idée, c'est pas de vous convaincre que c'est bien de faire des régimes. C'est
Je vous raconte mon histoire parce qu'elle va s'appliquer à la transformation digitale et je vais vous montrer pourquoi. Alors, quand j'ai commencé ce régime, parce que plusieurs fois dans la vie, j'ai essayé de faire des régimes, un petit peu, quoi, j'essaie de perdre un peu du poids, mais à chaque fois, j'avais un blocage. Et je voulais perdre de 2 à 5 kilos. Alors, mais j'avais un blocage, et cette fois-ci, je voulais absolument perdre ces 20 kilos. Je vous dirais comment on y arrive, enfin, qu'est-ce qui déclenche ça c'est un autre sujet, mais comment on y va. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ce qui me faisait peur, c'est la douleur. C'est-à-dire, perdre 20 kilos, c'est une vraie transformation. Ah, le terme, il marche. C'est pas juste, j'ai perdu 2 kilos, ça se voit un petit peu, c'est 20, c'est beaucoup. Et je ne sais pas comment faire. Alors, ce que j'ai fait, j'ai regardé sur Internet les techniques pour pouvoir perdre du poids. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, quelqu'un qui dit, je veux perdre entre 5 et 10 kilos en 30 jours, envoyez-moi tous les trucs légal et illégal. Et alors, la réponse, tout le monde parle anglais ou je traduis continu. Donc, voilà. J'ai besoin de traduire ou c'est bon? Non. Alors, non seulement ça ne marche pas, et en plus, c'est super cher. Vous voyez ce que je veux dire? Et... ouais, c'est le mot cocaïne qui est hyper cher. Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de remède miracle. C'est malheureux, mais il n'y a pas de remède miracle pour perdre du poids. Bien sûr, il y a des sociétés qui en font des tonnes, etc., mais il n'y a pas de remède miracle. Pas de remède miracle. Après, quand j'ai perdu mes 20 kilos, les gens venaient me voir en me disant « mais c'est quoi ton secret ?» Mais en plus, je ne suis pas un gourou du régime, je veux dire, c'est pas mon truc. Hein. Mais les gens me disaient « mais donne-moi ta recette du régime. » Alors, je leur ai donné. Et au bout de 2 mois, ils ont perdu 2 kilos maximum. Donc on voit bien que ce n'est pas dans le régime lui-même. Il y a un truc en plus quand même que dans le régime lui-même. J'ai été voir un diététicien une fois, en janvier 2019, c'est tout. Et il m'a donné donc ce régime. On fait juste un petit parallèle avec le monde de l'entreprise. C'est comme si vous disiez, j'ai été voir un coach et il m'a donné une transformation. Il m'a donné un framework de transformation. D'accord ? Mais encore une fois, il m'a donné ce framework de transformation, moi je l'ai donné à d'autres et ça n'a pas marché pour d'autres. Donc la recette n'est peut-être pas forcément dans le framework. Et puis, est-ce que ça suffit pour perdre beaucoup de poids? C'est ça, la douleur, encore une fois, je vous répète, c'est pas de perdre 2 à 5 kilos. Tout le monde est capable de perdre 2 à 5 kilos. La question, c'est comment on perd 20 kilos. Et moi, j'ai perdu ça en 4 mois. Comment on peut faire ça, quoi? Alors, ce qui est marrant, c'est que je vous disais que je vais faire un parallèle avec le monde de l'entreprise parce que cette question-là, qui est sur le mode un peu drôlatique, moi, j'ai les mêmes questions de CIO, de DSI ou de chefs d'entreprise qui me disent « je veux que ma compagnie soit digitale ou soit agile en 6 mois, donnez-moi des tips ». Et c'est la même question qu'ils me posent. Il y a le même espoir de dire « on va se transformer super vite, donne-moi une recette ». Et c'est un peu l'apanage de tous les CXO, c'est-à-dire de tous les PDG ou patrons. C'est-à-dire que pour eux, ça doit aller vite. Et le digital, on en parle partout, c'est hype. Merci, chers collègues, de faire ça le plus vite possible. Et ça ne marche pas comme ça, c'est malheureux, mais ça ne marche pas comme ça. Alors, pourquoi je vous parle de comparaison entre les deux? Vous allez voir que c'est surprenant. Le premier sujet, pour la perte de poids, ça va plus loin que le sujet de perte de poids. C'est-à-dire que quand vous faites ce régime-là, ce n'est pas juste la perte de poids que vous voulez, c'est autre chose. Quelque chose qui est plus grand que ça. C'est-à-dire, vous voulez vous sentir bien dans votre peau, vous voulez plaire à quelqu'un, vous voulez vous plaire à vous-même, vous voulez, je ne sais pas moi, alors ce que je disais en Australie, parce qu'ici ça marchera moins, mais je disais vous plaire à votre femme ou à votre maîtresse si vous êtes français, faire un objectif un peu plus difficile, par exemple faire un marathon. Donc, encore une fois, ce n'est pas juste perdre le poids, parce que perdre le poids, ça reste finalement un moyen, et ça va au-delà de ça, le fait de perdre 20 kilos. De la même manière, dans l'entreprise, quand on dit la transformation digitale, ce n'est pas uniquement « ah, on veut mettre des tablettes ou de l'IoT dans la boîte ». Ce qu'on veut, c'est créer quelque chose de nouveau, être plus compétitif, recruter des talents, rester à la pointe. Et ça, ce n'est pas des choses qui sont liées uniquement au digital, c'est quelque chose qui sont plus larges que ça. Et le digital devient un moyen, comme le régime devient un moyen. Le deuxième paramètre qui est semblable, lorsqu'on veut perdre ce poids-là, ce n'est pas uniquement l'alimentation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste dire « je mange moins », mais vous devez dire « je change d'hygiène de vie ». Donc je mange mieux, c'est-à-dire je mange différemment. Je fais du sport, par exemple. Et faire du sport, ça n'aide pas forcément à perdre du poids, mais ça aide en tout cas à avoir une meilleure hygiène de vie. Je dors mieux,
dormir, on sait tous que ça a un impact très fort sur le fait de manger correctement. Donc, vous voyez bien que tous ces éléments qui sont autour de la perte de poids, c'est un écosystème. Pourquoi ? Parce que c'est une vision à long terme. Ce n'est pas une vision à court terme. Ce n'est pas perdre des kilos, c'est à long terme, je vais être bien. C'est pareil dans le cas de l'entreprise. Ce n'est pas juste des projets agiles ou digitaux, mais c'est un écosystème. Un écosystème de travailler plus ensemble, d'être plus transparent, de changer la posture des managers et des leaders. Il y a plus que juste mettre une tablette dans l'entreprise. Parce qu'encore une fois, c'est des projets long terme. Le digital est inscrit pour durer, ça veut dire qu'il faut changer la façon de travailler. C'est aussi similaire. Lorsque vous voulez perdre du poids, on a souvent tendance à aller chercher conseil auprès de diététiciens ou de coachs, ou de personal trainers, c'est-à-dire des coachs sportifs, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Et ces gens-là sont là pour nous rappeler et nous lever le matin en disant « lève-toi et va courir ». C'est pareil dans le cas des transformations digitales, on a besoin de coachs et ça aide beaucoup à comprendre comment travailler, les nouvelles méthodes, etc. J'ai mis un petit mais. Le petit mais, c'est l'addiction. C'est-à-dire que c'est très facile de se dire bon, ben, j'ai un diététicien ou j'ai un coach et je compte sur lui tout le temps pour me faire grandir. Et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que si dans votre hygiène de vie, hygiène alimentaire, mais en général, vous avez besoin de ce coach régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore transmis et sur lequel vous n'êtes pas autonome. C'est pareil dans le cadre de transformation d'entreprise. Vous devez être capable d'être autonome. C'est-à-dire que le rôle du coach, ce n'est pas de vous babysitter, mais de vous donner les moyens de changer. Et enfin, non pas enfin, presque enfin, dans le cadre du régime, on essaie de négocier les contraintes. Quand vous allez voir un diététicien, vous allez lui dire « Ok, j'entends ce que tu me dis, ça paraît terrible, je vais mourir, mais laisse-moi au moins, je sais pas moi, les ananas dans la pizza. Personne ne fait ça, mais on ne sait jamais. Laisse-moi quelque chose à manger parce que je vais crever. » Ça, on le fait avec le diététicien. Et comme c'est un humain, on est un humain, bon, globalement, on arrive à peu près à s'en sortir. Mais c'est vrai que le diététicien, son rôle, c'est de personnaliser le régime. Vous adorez le fromage. Bon, le fromage, ça ne marche pas, mais vous adorez, je sais pas, la viande rouge. Il peut vous donner un peu de viande rouge régulièrement. Bon. Dans le cadre des coachs en entreprise, c'est marrant, les entreprises négocient les contraintes. Je n'ai pas dit elles essaient de négocier les contraintes, elles négocient les contraintes. C'est-à-dire qu'elles viennent vous voir en tant que professionnel, hein, elles vous disent « Bon, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'il fallait faire du Lean Startup, j'en ai parlé ce matin, il faut colocaliser les équipes, il faut être plus transparent. Mais tout ça, tu me fais bien rigoler, moi je ne veux pas de ça. Par contre, je veux qu'on soit digital. » C'est-à-dire que c'est comme si vous allez voir votre diététicien et vous lui disiez « Écoute, j'ai bien compris ton régime, mais moi les Nutella et les pâtes, c'est hyper important, donc tu te débrouilles. » Et ça ne marche pas. C'est très important de comprendre parce que les mêmes personnes qui veulent qu'on change nous demandent de rajouter des contraintes. C'est-à-dire, je suis DSI, je veux que mon équipe change et qu'elle aille plus vite, qu'elle délivre plus vite. Par contre, tous les trucs que tu m'as donnés là pour aller plus vite, je ne veux pas en entendre parler parce que ça, ce n'est pas ma façon de travailler. Et c'est très important parce qu'on a l'impression que c'est une évidence, que la personne qui demande le service va écouter le professionnel, et ce n'est pas le cas. Alors qu'on n'irait jamais voir un diététicien en lui disant excuse-moi, moi j'ai lu sur Internet que le Nutella, ça ne savait pas grossir, donc merci. Et enfin, une réalité pour les deux, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, à un moment, vous avez perdu ces 20 kilos, dire bon, ben, à partir de maintenant, c'est bon, maintenant que j'ai perdu 20 kilos, j'arrête, je recommence comme avant, puisque de toute façon, vous les reprenez. Il y a une phase de stabilisation dans tous les régimes. Et dans le cadre du mien, je crois que c'est 3 semaines par kilo. Donc quand vous avez perdu 25 kilos, c'est à peu près 2 ans de stabilisation. Ça pendant 2 ans, je vais galérer. Non. Mais c'est pareil pour le cas des entreprises. C'est-à-dire que lorsque vous avez changé votre façon de travailler, elle change en permanence. Vous ne pouvez pas revenir en arrière en disant bon, on a essayé un petit truc, c'est fini. J'ai plein d'autres exemples, comment le régime se compare. Par exemple, si vous faites des projets en agile, vous avez entendu parler de la vélocité. La vélocité, c'est la vitesse à laquelle vous délivrez les projets. C'est marrant parce que dans le régime, c'est la perte de poids. Vous regardez combien de poids vous perdez par semaine. Mais le diététicien vous dit, vous ne pesez pas tous les jours parce que des fois ça monte, des fois ça descend et vous allez perdre confiance. Donc pesez-vous une fois par semaine. C'est pareil pour la vélocité, vous mesurez pas tous les jours parce que des fois ça monte, des fois ça descend. Ce qui est intéressant, c'est la tendance. Il y a plein de choses qui sont comparables dans le cadre du régime. C'est très intéressant. Mais, et tous ceux qui ont fait un régime un peu sérieux comme ça le savent, tout ça, c'est de la rigolade. Ça ne marche pas sans un ingrédient, un seul. J'aime bien mettre un peu de tension. Le seul ingrédient qui est nécessaire, c'est la discipline.
C'est-à-dire que la discipline, ça s'applique à la discipline dans ce que vous mangez, la discipline dans le sport, la discipline dans le sommeil, la discipline quand il pleut, la discipline quand il neige, pas dans cette partie du monde, quand vous êtes invité à un barbecue chez votre copain, la discipline permanente. Et la discipline, ça veut dire qu'il y a de la frustration. C'est-à-dire que quand vous vous transformez, vous ne pouvez pas espérer que les choses se passent sans frustration. Quand vous perdez 2 kilos et que vous ne mangez pas de frites avec votre hamburger, ce n'est pas très grave. Quand vous voulez perdre 20 kilos, il n'y a pas d'hamburger, il n'y a pas de frites. Et c'est pénible. Et c'est très pénible, et c'est très dur à endurer. Ça veut dire qu'on devient presque monomaniaque. Moi, je me rappelle, dans le cadre de ce régime, on devient monomaniaque. Qu'est-ce qu'il y a à manger chez nos copains? Est-ce qu'il a mis de l'huile dans sa plaque, etc. On devient un peu fou, quoi. Parce qu'on veut gratter ces petits grammes. On veut gratter ces petits grammes par semaine. Dans le cadre de l'entreprise, vous savez, les entreprises qui sont excellentes, qui sont extrêmement performantes, elles font ça. Elles cherchent ces petits grammes. L'amélioration continue qu'on va retrouver dans toutes les approches du Lean, donc le Kaizen et autres, c'est la recherche des petits grammes à gagner. Ce n'est pas des grandes améliorations, ce n'est pas perdre 5 kilos d'un coup, c'est enlever 100 grammes par 100 grammes. C'est-à-dire que les process que vous avez, comment on les optimise encore et encore et encore et encore. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette discipline-là, c'est elle qui vous donne finalement le rythme de votre perte de poids. Attention, la discipline, ça ne veut pas dire l'obéissance. On est d'accord, on n'est pas l'armée. D'accord ? La discipline, c'est important. C'est pas du tout de dire mon patron m'a dit alors j'obéis. Hein. Je ne parle pas du tout de ça. Hein. Je parle de la discipline, c'est la capacité à répéter un acte. Comme on va voir dans les artisans du code, ou tous les artisans de manière générale. Vous savez, il faut 10 000 heures pour être un maître dans son art physique. Mais c'est vrai pour le logiciel de toute façon. Parce que ce sont des gens, comme à l'époque quand vous lisez les articles sur les compagnons, ce sont des personnes qui ont répété et répété et répété et répété et répété des centaines d'heures le même mouvement pour pouvoir exceller dans leur art. Et en fait, c'est la même chose ici. Ils ont une discipline. Et le compagnon, enfin le maître compagnon, son rôle, c'était de faire comprendre la discipline à son élève. Mais pas de l'obéissance, de la discipline, répéter le même mouvement. Alors moi, j'ai une définition que j'ai aimée sur Internet, que j'ai trouvée. La discipline, c'est choisir entre ce que vous voulez maintenant et ce que vous voulez le plus. Et je la trouve excellente parce que c'est exactement ce que vous dites tout le temps quand vous faites un régime. Quand vous commencez à perdre du poids et qu'on vous offre des frites, c'est exactement ce que vous vous dites. Vous dites, soit je mange des frites maintenant et j'éprouve du plaisir, soit je ne les mange pas et j'éprouve du bonheur. Vous avez 4 heures, on en a envie, en plus ça vaut le coup de rédiger là-dessus. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Alors, vous pourriez rétorquer, mais vous n'allez pas le faire maintenant, je vais le faire pour vous. En fait, la discipline, ce n'est pas plus important. Ce qui est important, c'est la motivation. Oui, c'est vrai. Alors, pour ceux que... alors, je crois que c'est après, je l'ai rajouté ce matin. L'important, c'est la motivation. Parce que c'est ça qui, finalement, nous donne l'énergie. C'est ça qui nous dit « Ah, j'ai envie de continuer ». Alors, je vais vous dire, pas du tout. La motivation, c'est la petite flamme qui allume. La motivation, c'est ce qui fait que vous allez vouloir maigrir ou perdre du poids. Mais ce n'est pas ce qui vous tient sur la durée. La motivation, vous avez besoin 2 fois, enfin une fois et plusieurs autres fois. D'abord pour démarrer. Et ensuite, c'est quand vous vous perdez et vous vous dites pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça ? Alors ce petit why, ce pourquoi, cette motivation, elle revient à votre tête. Mais au quotidien, c'est sûrement pas une motivation. Voilà ce que dit quelqu'un, j'ai trouvé ça très inspirant. Comment vous gardez motivé en pratique ? Alors, fuck motivation, je pense que tout le monde comprend. Il vaut mieux cultiver une discipline que de se reposer sur la motivation. Forcez-vous à faire des choses, forcez-vous, etc. La discipline est fiable. La motivation est fluctuante. La question, ce n'est pas comment vous gardez motivé, c'est comment vous vous entraînez à le faire. Et c'est très, très important de comprendre ça. Et encore une fois, je vais faire les parallèles avec l'entreprise après, mais c'est très important de comprendre ça, que si on espère juste tenir cette transformation sur la motivation, on n'y arrive jamais. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, j'ai pris un petit mème plus connu. Voilà quand je me motive et voilà quand on marche. J'espère que vous avez tous vu Endgame, sinon je vous ai un peu spoilé. En fait, la motivation, elle ne marche pas tous les jours quand vous vous posez la question « qu'est-ce que je dois faire ?»
elle marche au début pour vous poser la question de pourquoi je le fais. Elle doit revenir quand vous posez la question pourquoi je souffre autant. Mais c'est tout. Tout le reste, ce sont des rituels. Alors, toute cette discipline dont je vous parle, elle implique un truc énorme. Et moi, c'est ça qui me faisait peur quand je me suis dit il faut que je perde du poids. C'est la douleur. En fait, on a peur de la douleur. Et c'est de plus en plus vrai. Hein. On a peur de la douleur. Moi, je me disais, mais 20 kilos, jamais j'y arriverai. Jamais, ça veut dire qu'il faut que je mange jamais. C'est impossible. C'est impossible. Je ne voulais pas le faire. Et je pense que cette prise de poids régulière, elle s'accompagne du fait que je n'étais pas capable de pouvoir démarrer quelque chose qui allait dans l'autre sens. Et donc cette douleur, là, il y a une notion d'acceptation, on va pas revenir là-dessus, mais une notion de douleur physique, quoi, de ne pas manger, Et je n'étais pas prêt à faire ça. Je n'étais pas prêt à accepter cette douleur-là. Alors, pour accepter, il faut une épiphanie. Il faut un moment de déclic. Et ça, c'est propre à chacun, quand je parle du régime. Chacun doit se dire, j'ai un déclic, je veux le faire. Il y a des gens pour lesquels il n'y a aucune importance, parfait, de perdre du poids ou pas. Mais il y a des gens pour lesquels ils ont envie, mais ils n'arrivent pas à trouver le déclic. Alors ça, on peut voir, à titre personnel, chacun en soi, pourquoi on veut changer. Et dans le cas d'une entreprise, ce déclic de perdre du poids, c'est-à-dire de devenir plus digital et agile, il est très inspiré par des facteurs exogènes qui sont la concurrence, etc., mais aussi endogènes, c'est-à-dire la capacité à nous-mêmes de mieux travailler. Mais dans tous les cas, tout le monde, entreprise ou particulier, on a cette résistance à la douleur, résistance dans le sens où on ne veut pas souffrir, et donc c'est ça qui nous démotive. Bien sûr, dans les transformations, il y a aussi des récompenses, on va le voir plus tard. C'est ce qui aussi nous motive au quotidien, mais vous allez voir que les récompenses, ce n'est pas la bonne façon de nous motiver. Donc, voilà, je répète, le régime, ça passe par une discipline de faire, la motivation bien sûr au début, mais du coup ça veut dire qu'on accepte de souffrir. Alors comment ça se traduit dans l'entreprise maintenant? Comment ça se traduit dans l'entreprise? C'est quoi le rapport avec l'entreprise, c'est ce que je vous raconte? Et puis la deuxième question qu'on va se poser après, c'est super parce que, mais le régime, on parle d'une personne, on parle de moi. Comment on fait qu'une équipe se mette au régime? Ou qu'une business unit, un département se mette au régime? Ou une entreprise se mette au régime? C'est pas la même chose. Alors, voilà, c'est ça le régime dans une entreprise. C'est courir sur des Legos. Il est marrant, mais il est un peu épileptique celui-là, je vais vous l'enlever. Voilà, c'est mieux de voir des... Ah, il est terrible. Voilà. Plus de régime. Alors, vous savez, quand je vous parle de transformation digitale, encore une fois, je vous répète, je ne parle pas aujourd'hui des outils, parce qu'on a parlé beaucoup des outils ou des technologies. Je vous parlais de la culture. Donc je disais indifféremment agile, numérique, digital. En 2000, entre 2000 et 2002, il y a les premiers articles qui sont sortis sur la notion d'agilité. Est-ce que tout le monde est familier avec la notion d'agilité? Oui, non? Qui n'est pas familier avec l'agilité? Ok, deux personnes. Bon, je vais expliquer certaines parties, mais globalement. Il y a ce qu'on a appelé l'Agile Manifesto, le manifeste agile, où des gens qui sont dans le monde du logiciel ont édicté 4 grands principes, et ils ont dit, voilà, pour être agile, ceci, cela, etc. etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 20 ans, à peu près, on disait déjà le métier de travailler avec l'IT, ensemble, conjointement, avec des façons de travailler différentes. 20 ans. Aujourd'hui, rappelez-moi, est-ce que toutes les sociétés sont agiles autour de vous? Est-ce que toutes les sociétés autour de vous travaillent main dans la main, IT et business, de manière efficace? Il y a des gens qui font. Non, c'était une question rhétorique, je pense. Parce que on parlait déjà de ça avec cette notion d'énergie, c'est-à-dire à l'époque on disait déjà il faut que vous travailliez main dans la main, et ça demande un peu d'énergie de parler entre nous avec des gens. Qui c'est qui, depuis ces 20 ans-là, a résisté et s'est battu contre les frustrations, justement, du travail en équipe? C'est-à-dire être capable d'aller voir le métier, travailler ensemble main dans la main, se comprendre, s'aligner, de ne pas rentrer dans des divergences de point de vue parce qu'on n'est pas du même. En fait, ça fait 20 ans que ce genre d'article a été écrit et aujourd'hui, on en passe encore du temps. Parce que les entreprises, elles ont aussi cette résistance à la douleur. Parce que c'est quand même plus rassurant de se dire le métier est là, l'informatique est là, chacun fait son rôle et les vaches seront bien gardées. C'est très rassurant. Ça ne demande pas d'énergie, ça. Par contre, d'aller se battre, et aller, alors battre, c'est pas le bon terme, mais d'aller communiquer avec d'autres et essayer de trouver une solution, d'amener de la valeur,
ça fait mal, c'est frustrant parce qu'on doit dire oui, on doit dire non. Puis ça fait de la douleur parce que des fois on ne gagne pas, parce que des fois on ne fait pas comme on voudrait. Alors, dans le même genre, parce qu'on parlait de régime, donc dans les régimes il y a des outils, quoi. L'agile ou les autres méthodes viennent avec des méthodes, avec des façons de travailler. Je vous parlais du Lean Startup, du Lean, on a parlé de Kanban ce matin, de Kanban. Mais il y a beaucoup d'entreprises, je vous disais, qui négocient les fondamentaux. Quand on leur dit, vous savez, votre équipe doit être colocalisée pour travailler ensemble le plus efficacement, elles nous disent, ah non, c'est pas grave, elle peut travailler un peu là-bas, un peu là-bas. Combien d'entreprises négocient finalement les demandes qu'on fait, nous, en tant que professionnels, pour résister, justement, pour éviter cette douleur? Énormément d'entreprises font ça. C'est-à-dire qu'elles passent par le même modèle de résistance à cette transformation. Je veux bien changer, ça c'est la motivation initiale, parce que la concurrence, parce que ceci. Par contre, dans la réalité, perdre ces 20 kilos, je ne suis pas prêt. C'est ça que ça dit. Alors oui, on fait des petites tentatives, on fait des petits projets agiles, mais ce n'est pas ça, la vraie transformation. Et puis encore une fois, je vous disais, un individu, il peut accepter de changer. Quelqu'un peut dire, naturellement, je veux perdre du poids. Mais une tribu, quand je dis une tribu, ce sont des gens qui partagent des traits similaires. Donc une tribu, c'est entre 20 et 150 personnes. Une tribu, comment est-ce qu'elle est capable de changer? Comment vous alignez des gens pour dire on va changer, on va se transformer? Et imaginez une entreprise qui fait 1000, 100 000, 200 000 personnes, 1 million de personnes. Alors, on va revenir sur un fondamental, la pyramide de Maslow. Tout le monde connaît la pyramide de Maslow, le besoin. Ça, c'est la version étendue, donc en 2019. La théorie de Maslow, c'est les humains aspirent tous au niveau suivant. Ça s'appelle la théorie des rising expectations, c'est-à-dire des attentes qui montent. Pardon? Quelqu'un l'a dit, mais en français, mais voilà, merci, c'est ça. Ce qui est important, c'est que, vous voyez le premier niveau, donc oubliez Wi-Fi batterie, hein, besoins physiologiques, donc faim, soif, sexualité, respiration, etc. C'est-à-dire que n'importe quel être humain aspire par défaut à ça. Et ensuite, vu quand il a couvert ce besoin-là, il aspire nécessairement au deuxième, qui est ici d'avoir un abri, etc. Nécessairement. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et quand on a le deuxième, on veut aspirer au troisième. Ça veut dire que lorsque on est dans un niveau au-dessus, on ne veut pas redescendre. C'est surtout ça qui est important. Bien sûr, on veut monter, mais lorsqu'on est en haut, on ne veut pas redescendre. Donc quand je suis au niveau 2, j'ai besoin de sécurité, donc j'ai un abri, il est hors de question que je doive aller me battre pour manger, boire, sexualité, on se bat encore un peu, mais respirer, sommeil, élimination. C'est-à-dire que dans ma perspective humaine, je ne veux pas redescendre parce que c'est très dur. Ça y est, j'ai couvert ça, l'eau arrive dans mon foyer, il est hors de question que j'aille au puits pour aller boire. Hors de question. Donc on a un problème avec cette pyramide. La pyramide de Maslow, elle montre le problème que souvent on a, c'est lorsqu'on monte là-haut, on ne veut plus redescendre. Et alors, je vais faire une petite parenthèse, il n'y a pas de politique dedans, mais en tant qu'humain et en tant que citoyen, dès qu'on a accès à des avantages liés au gouvernement, etc., c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on monte, on ne veut plus redescendre. C'est vrai, non? On se dit, maintenant qu'on a le droit de, on ne veut pas. On roule à 80 sur le périph' en France, non, 90, je ne sais plus combien c'était avant, maintenant c'est 80, ou inverse, je ne sais plus, 70. Bon, moi, j'habite pas en France, je m'en fous, mais quand on m'a dit on redescend à 70 ou 80, j'ai dit c'est hors de question, qu'est-ce qu'ils nous font encore? Parce que roule à 80, c'est génial, d'accord? Et vous voyez ces avantages qu'on a là, on est quand même tout en haut, dans la pyramide 1, roule à 80, 70, on s'en fout complètement en vrai. Donc, comprenez qu'on a cette résistance naturelle de dire il est hors de question que je redescende. Alors, c'est peut-être un peu là qu'il faut aller chercher dans le cadre de l'entreprise et des humains, pourquoi on n'arrive pas à redescendre. Le régime, ça attaque directement le niveau 1 quand même. Hein. J'ai faim, j'ai soif, on ne peut pas y aller. Quand je parle de soif, pas d'eau, mais d'alcool, je pense. On ne peut pas redescendre parce que ça fait très mal. Alors je me suis dit, mais si on était capable de pousser les gens artificiellement dans l'étage du dessous. C'est-à-dire que si on prenait une tribu et on leur disait, écoutez les gars, on est en 3 par exemple, on va pousser un petit peu en 2. Alors je dis que c'est artificiel parce que si vous les poussez en 2 naturellement, vous êtes un leader terrible et vous leur faites du mal. Mais si vous les poussez artificiellement là-dedans en disant les gars, on est obligé de passer par là, venez, on y va tous ensemble
et du coup on va grandir ensemble pour revenir vers le niveau 3 ensuite, ça serait génial. Vous savez qui c'est qui est là-dedans en permanence? Les startups. Les startups, ils sont en permanence en train de descendre vers le bas parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de temps, ils ne prennent pas de vacances, ils travaillent jour et nuit, ils doivent utiliser leur argent avec parcimonie. C'est ça les startups. Quand elles grossissent, quand elles grandissent, pardon, grossissent c'est un bon terme pour la journée d'aujourd'hui, mais quand elles grandissent, vous savez toutes ces startups-là qui ont les fruits gratuits, le repas gratuit, le sport gratuit, c'est des startups qui ont réussi, mais imaginez qu'elles passent dans une phase difficile, est-ce que les gens vont accepter de rester en disant bah c'est pas grave, plus de bouffe gratuite? C'est très difficile. Alors que quand elles restent dans le niveau 1, elles arrivent très bien à survivre tous ensemble avec le même état d'esprit. Alors je me dis, comment on recrée cet esprit de start-up dans une entreprise qui n'est pas une start-up? Et ça, c'est un travail de tribu. J'insiste sur le mot tribu, parce que ça ne peut pas se faire à l'échelle immédiatement. Il n'y a pas beaucoup de grosses boîtes en Nouvelle-Calédonie, j'imagine, mais vous ne pouvez pas transformer tout le gouvernement, j'essaie de prendre les plus gros, les banques, l'OPT, j'imagine, en une fois. C'est trop difficile. Pas, tout le monde ne va pas vous suivre en disant on va tous souffrir en même temps. Ça n'existe pas. C'est toujours la même métaphore du Titanic et du radeau. C'est-à-dire que sur le Titanic, dont vous connaissez la fin, chacun avait son rôle, et quand le bateau a coulé, ben, chacun avait son rôle. Il y avait le type qui jouait du violon, le type du capitaine, le machin, chacun avait son rôle. Sur un radeau, ben, il n'y a pas de rôle, les gars. Sur un radeau, on partage la bouffe, on partage le temps de garde, il n'y a pas le choix. On vit ensemble ou on meurt ensemble. Et un radeau, c'est forcément petit. Si c'est gros, c'est plus un radeau. Donc ce mécanisme de recréer la douleur artificielle, elle est hyper importante, mais à petite échelle. Alors attention, très important, quand je vous disais ne vous trompez pas, ça c'est la pyramide de Maslow qui est ratée. Et que dans beaucoup d'entreprises on retrouve, c'est-à-dire que les gens se disent voilà, je vais rien faire pour me faire virer, après je vais pas me faire choper, après et peut-être, je vais innover. Alors qu'est-ce que ça, au-delà de la blague, ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre un style de management, ça montre un style de culture dans une entreprise. Et croyez-moi sur parole, dans beaucoup d'entreprises, même petites. C'est ce qu'on appelle les mots en français ne viennent plus, psychologique net, c'est un filet psychologique, pardon. Un filet psychologique. Il y a beaucoup d'entreprises sur lesquelles vous ne pouvez pas vous tromper. On parlait ce matin de l'échec. Vous n'avez pas le droit de vous tromper. Vous n'avez pas le droit de faire d'erreurs. Vous n'avez pas le droit d'innover. Vous n'avez pas le droit de tester. Vous n'avez pas le droit de prendre de risques. Quand je dis vous n'avez pas le droit, ce n'est pas que c'est écrit dans la Constitution. C'est que si vous le faites, vous allez vous faire blâmer, accuser, reporter, virer. Enfin, virer peut-être pas, mais mis au placard. Quand dans des entreprises très hiérarchiques, on ne dit pas non à son chef. On ne dit pas « chef, j'ai une idée » ou « chef, je ne suis pas d'accord ». Dans une entreprise dans laquelle il n'y a pas beaucoup de transparence, on ne se fait pas de feedback l'un à l'autre. C'est-à-dire que si mon collègue, par exemple, il fait une erreur, volontaire ou involontaire, je ne vais pas aller lui dire « tu sais quoi, quand tu as fait ça, voilà ce qui s'est passé ». Je vais dire « chef, vous savez ce qu'il a fait ?» Et ça arrive tout le temps, ça. Hein. Quand vous mettez vos collègues, vous mettez votre manager en copie. Vous écrivez un collègue, vous lui dites « cher Jean-Louis, voilà ce que tu as fait hier ». Et le manager en copie, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez cette culture-là? C'est ça que ça crée. Donc quand je vous parle de radeau, quand je vous parle de... Ce matin, quelqu'un parlait de confiance, on parlera plus de la confiance humaine. Hein. Cette fois-ci, on ne parle pas de ça dans la pyramide de Maslow. C'est pas ça la pyramide de Maslow. C'est celle d'avant, c'est-à-dire que la capacité d'un leader à faire en sorte que les gens, son équipe, travaillent ensemble dans une douleur artificielle. Elles sont capables d'être disciplinées pour résister aux frustrations dans le changement. Et ensuite, plus tard, on remontera. Qu'est-ce que c'est que la discipline dans le cadre d'une transformation digitale? Ce qui est très important dans la transformation digitale, alors on l'a dit ce matin pour ceux qui étaient à la table ronde, mais c'est voir le client ou l'usager en premier, donc le mettre au centre des réflexions, donc changer les process, livrer plus vite, livrer continuellement, optimiser la valeur pour le client. Et donc, il y a beaucoup d'outils qui tournent autour de ça. Et donc, une transformation digitale et la discipline là-dedans, c'est la capacité à optimiser ce flux. Optimiser le flux, c'est-à-dire être capable d'être toujours proche du client final qui utilise. Donc, ce n'est pas travailler en chambre. Dans Lean Startup, il y a une expression qui s'appelle sortir du building, sortir de votre immeuble et aller parler aux gens pour voir ce qu'ils veulent vraiment. Tester le plus possible, tester et livrer en continu.
C'est ça la discipline. Alors, c'est pas juste ça, parce que ça, je vous ai dit quelques mots, mais ça s'impacte en termes de technologie, de méthode d'approche, de manière extrêmement rigide, parce qu'il voilà, il faut des outils, il faut des usines de développement, il faut des méthodes agiles qui permettent d'itérer, etc. Il faut des design sprint en français, sprint design sprint, pour pouvoir avoir des idées très claires tout de suite, avoir de l'UX. Il y a plein de choses à faire, et ça, il faut l'appliquer correctement. Alors, ça, c'est la discipline. Et pourquoi c'est frustrant? Parce que c'est nouveau, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas formées sur le sujet, parce qu'il y a des personnes qui sont formées, mais qui on l'a fait à l'ancienne. Je fais une petite parenthèse pour les techniciens d'entre nous, mais moi, quand j'ai appris l'informatique, moi j'ai appris l'électronique à l'université et l'informatique. Mais moi, l'informatique à l'époque, c'était la bidouille. C'est-à-dire, j'étais un petit hacker, je faisais un petit peu d'informatique, ça marchait, et puis hop, et on disait tester, c'est douter, etc. Bon, aujourd'hui, ceux qui ne testent pas ne sont pas des artisans du code. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit plutôt la longévité du code. Donc, évidemment que quand on a appris les méthodes, moi j'ai appris les méthodes en cycle en V et l'agile aujourd'hui essaie de retravailler un peu tout ça. Tout ce que je vous dis là, c'est que cette discipline-là, elle nécessite non seulement d'apprendre, on y arrive tous, mais surtout d'appliquer correctement les choses et pas de faire à sa sauce. Dans le régime, quand des diététiciens vous disent il faut suivre ceci et pas cela, on a toujours tendance à dire ouais, ben ça va, sur Internet ils disent qu'on peut prendre de l'ananas, il ne faut pas exagérer. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, vous n'avez plus de discipline. Si vous êtes capable de faire vous-même votre shopping, vous n'avez plus de discipline. Donc, encore une fois, le maître mot, c'est la discipline. Discipline sur la façon de faire. Pas la discipline bête et méchante. Hein. Je n'ai pas dit qu'il faut être bête et méchant. Je dis qu'il faut être capable d'appliquer, de répéter le même geste correctement tout le temps. Et ça prend du temps. Je vous ai parlé de récompenses. Bien sûr, il y a des récompenses. Mais vous voyez, c'est écrit on ne voit pas très bien, mais c'est écrit en plus petit que tout à l'heure la douleur. C'est bien les récompenses, ça fait plaisir. Parce que la récompense dans le régime, c'est quoi? Ça se voit tout de suite sur la balance. On voit tout de suite que vous pesiez, voilà, et vous pesiez, voilà. Il faut ces récompenses parce qu'on est des humains et malheureusement, on bosse aussi avec cette dopamine qui nous dit waouh, c'est génial. Je dis malheureusement parce qu'on aurait été des robots, on n'aurait même pas besoin de ça. On appuierait sur un bouton, on dit dégonfle-moi de 20 kilos et ça marche. Donc, vous êtes toujours content de vous dire j'ai maigri, vous êtes toujours content de vous dire waouh, je rentre mieux dans mes affaires, vous êtes toujours content quand les filles vous sifflent dans la rue, mais moi ça ne m'est jamais arrivé, mais apparemment ça arrive. Vous êtes toujours content, mais rendez-vous compte d'une chose, c'est pas ça qui marche. C'est-à-dire que c'est ça le problème, et c'est ça que beaucoup promettent lors des transformations, c'est vous allez voir, demain on rase gratis, demain vous verrez ce sera beau avec le digital, demain vous verrez en étant agile. Ça ne marche pas comme ça, parce que cette transformation elle est dure, parce que vous obligez des gens à changer de façon de travailler. Et ça c'est dur. Pas c'est dur parce qu'on est résistant, on est des humains, là. C'est dur parce que c'est difficile de repratiquer le même geste tout le temps. Quand on met en prod et qu'il y a un bug, on n'est pas discipliné. Quand on teste son code, je rentre un peu dans la technique pour les techniciens, mais quand on teste son code à moitié, on n'est pas discipliné. Quand on livre pas toutes les semaines, mais on livre tous les mois, on n'est pas discipliné. Quand on ne va pas voir le client pour lui demander ce qu'il pense, on n'est pas discipliné. Quand on ne va pas vérifier que ce qu'on a proposé à un client est la meilleure façon de le faire, on n'est pas discipliné. C'est ça qui est important. La récompense, elle vient du fait que quand on a bien fait son travail, alors on a une baisse de poids sur la balance. Cette récompense-là, elle est fluctuante, comme la motivation. Vous n'en aurez pas tout le temps des récompenses. La récompense, vous la voyez quand après les gens vous disent « Waouh, tu as perdu du poids ». Mais ce n'est pas suffisant pour vous motiver tout le temps en permanence. Il faut bien cette discipline-là. Et surtout, moi je pense, c'est que si on s'attend juste à avoir des récompenses, dès qu'on a un écueil, on s'arrête. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi très souvent dans les transformations digitales et agiles. Lorsque des boîtes essayent de nouvelles choses, de nouveaux protocoles, de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies, et que ça ne marche pas du premier coup, elles abandonnent en disant bah ouais, de toute façon, je savais très bien que ça ne marcherait jamais. Ou alors c'est trop dur de toute façon. Moi, ce que je dis, c'est que lorsque vous trouvez la personne qu'il vous faut, qui vous aide la personne ou la méthode qu'il vous faut, si vous êtes discipliné, vous y arrivez, mais ça veut dire que vous allez passer par des frustrations et que les récompenses-là, ce seront que des petites cerises sur le gâteau, à la fin. Bon, je vous raconte tout ça. La vraie question, c'est comment on passe de ça à ça. Alors, je voulais le faire un peu plus inclusif, mais mes talents de Photoshop sont limités, donc je vais faire 50 fois moi. Mais la question, en vrai, c'est comment on fait ça à l'échelle des entreprises. On s'en fout de savoir que j'ai perdu 20 kilos, je vous le disais au début, à part pour moi. Mais comment on fait pour qu'une entreprise qui a envie de changer, change? Comment on fait pour une entreprise qui doit changer, ça change? Et c'est ça qui est difficile. Aujourd'hui, alors on va pas épiloguer là-dessus, mais
Aujourd'hui, quand vous regardez les grosses boîtes, le BCG et autres, qui vous donnent des solutions de transformation, elles transforment les processus. Très bien, sauf que les gens n'en sont pas dedans, donc les processus, c'est pas très difficile à changer. Par contre, les gens eux-mêmes ne changent pas. Comment on fait pour que des gens adhèrent à votre idée de changement et soient capables d'aller avec vous dans la douleur et la frustration? Alors, je vous donne quelques techniques. Elles sont un peu à contre-courant par rapport à ceux que vous connaissez déjà, parce que sinon, on va perdre notre temps. La première, et malheureusement, je ne vais pas m'étendre dessus, il y a d'autres conférences que j'ai fait sur ce thème-là et elles sont disponibles en ligne. Donc, la première, c'est il faut donner un sens aux gens. Et ces gens-là, ce sont des tribus, donc des petites équipes. Alors, je dis entre 20 et 150, si c'est trop gros, ça devient difficile, mais donner un sens et protéger-les. Donc, il faut que les gens aient cette épiphanie. Pourquoi on veut maigrir? Pourquoi on veut maigrir? Ça ne marche pas à 2000. Ne rêvez pas, ça ne marche pas à 2000. Ça marche à une petite équipe parce qu'on peut leur dire artificiellement et on redescend dans la pyramide de Maslow ensemble parce que, et on a un vrai but. Parce qu'on est sur un radeau, parce que ceci, parce que cela. Et donc cette équipe-là, donnez-leur un sens. Ce sens-là, il est suffisant pour entretenir une motivation. C'est lui qui dit, allez, on y va. J'ai le déclic. Et cette notion de dôme, c'est une protection. C'est-à-dire que le sponsor de cette transformation, souvent le PDG ou le DSI, enfin, c'est lui qui va protéger l'équipe dans son changement. C'est extrêmement important de comprendre cette notion de dôme parce que la plupart du temps, quand une petite équipe veut changer dans une entreprise, il y a tous les anticorps autour qui disent c'est hors de question. Et je suis sûr que vous l'avez expérimenté ici, et surtout dans les gouvernements où il y a plusieurs entités, où chacun se bat un petit peu pour sa survie. Donc ça, c'est la première chose. Donnez du sens aux gens, faites-le de manière collective. Prenez une équipe, créez-la, et demandez-leur pourquoi on change. Et vous allez voir, les gens sont extrêmement intelligents lorsqu'on leur parle de leur survie. La deuxième chose qui est complémentaire, c'est que cette tribu-là, elle doit être autonome et elle doit être responsable. On ne peut pas leur demander de changer si on leur dit exactement quoi faire. Alors, ça va un peu à l'encontre du système du régime. Le régime, on vous dit exactement quoi faire, mais en fait, on vous dit quoi faire au début. Et encore heureux, on vous dit comment il faut maigrir. On vous dit, vous mangez ça, vous ne mangez pas ça, le midi, le matin, le soir. Mais heureusement que votre coach, il n'est pas tous les jours derrière vous pour vérifier que vous avez bien mangé ceci ou cela. On vous laisse, vous êtes des adultes. Traitez les gens en adultes. Donc c'est à l'équipe elle-même de créer cette autonomie et cette notion de responsabilité. Il faut un petit peu de coaching, je vous disais un petit peu au début. Il faut un peu de formation. Et je ne parle pas de la formation l'agile pour les nuls en une heure. On parle vraiment de travailler un petit peu ensemble. Mais après, c'est votre problème à vous en tant qu'équipe de régler la transformation. Si vous dépendez d'un coach, c'est-à-dire que toute la vie, vous avez besoin de quelqu'un à côté de vous, vous ne serez jamais autonome. Et si vous avez besoin d'un manager qui vous dise quoi faire, dans ce cas-là, laissez le manager faire lui-même, pourquoi vous le feriez? Donc cette notion de régime, elle va plus loin que juste à titre individuel, elle va à titre collectif. On a besoin, nous tous, en tant qu'équipe, de se donner une motivation, mais en plus des critères à atteindre. Des critères à atteindre, ça veut dire, nous là, sur ce radeau, on s'engage à atteindre l'île la plus proche pour pouvoir survivre. Et, petite parenthèse aussi, il y a beaucoup aujourd'hui de frameworks tout faits qui disent comment ça fonctionne pour changer, pour passer, faire de l'agilité à l'échelle, etc., avec des frameworks tout faits. Mon conseil, c'est ne faites surtout pas ça. Surtout si vous démarrez, ne faites surtout pas ça. Parce que ces frameworks-là, ils sont faits exprès pour retirer toute l'énergie. Ils sont déjà processés. Donc ça veut dire que tout ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire que nous, je vous répète, hein, le régime, c'est de l'énergie, c'est de la frustration, c'est de la discipline, donc ça allait aller au-delà de ces peurs. Ces frameworks-là, ils sont faits pour rassurer les dirigeants en leur disant « n'ayez pas peur, tout est processé ». Mais quand tout est processé, les gens ne mettent plus d'énergie. Et ils ont peur en se cachant derrière des processus. Donc, je répète, vous devez faire en sorte que les personnes qui veulent changer le fassent eux-mêmes et vous devez déléguer cette autorité-là en tant que manager. Et du coup, si vous avez des managers dans votre équipe, mettez-les au régime. Alors, mettez-les au régime, pas physiquement, mais ça veut dire qu'il faut leur apprendre à rentrer dans une discipline et à encaisser des frustrations. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut être très bureaucratique ou alors il faut avoir des relations passives-agressives. Je ne parle pas de ça du tout. Hein. Mais c'est-à-dire que les managers et les leaders d'aujourd'hui, ils doivent changer dans la façon de travailler. Vous le verrez partout, dans toutes les presses sur le digital, c'est un des gros freins des transformations, sont les managers. Parce qu'eux, ils sont le relais, la courroie de transmission entre les dirigeants qui veulent que ça change vite parce qu'on a une notion de compétitivité et les gens en dessous qui ont envie les gens des équipes qui ont envie de changer parce qu'ils sentent bien qu'il faut que ça bouge pour eux aussi. Et bien ces managers qui résistent, ils n'aiment pas la douleur et la frustration. Ils aiment bien quand c'est carré, ils aiment bien leur petit rapport Excel avec les couleurs.
Ils aiment bien tout ça. Ils aiment bien conserver l'information. Ils aiment bien mettre en copie leur chef. Vous comprenez? Je ne dis pas que les middle management, vous êtes tous des salauds. Je ne suis pas en train de dire ça. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est difficile. C'est difficile. C'est là où ça fait mal dans le régime. Alors, ça veut dire quoi? Être plus transparent, faire plus de feedback aux gens, laisser les gens se faire des feedbacks, laisser les gens se tromper, laisser les gens décider sans vous intervenir. C'est dur ça aussi, hein, de dire je suis manager, mais c'est les gens qui vont décider pour moi. C'est très difficile. Donc prendre une posture parfois de coach, parfois de dirigeant, mais parfois de coach, pour faire en sorte que les gens eux-mêmes se motivent. Ça, c'est ça le régime des managers. C'est très difficile, c'est très difficile. Et ça demande une discipline. Et enfin, le dernier conseil que je vous donnerai, tout le monde connaît ce concept de flow. Le concept de flow, c'est un concept qu'on retrouve beaucoup dans les jeux. Tous les jeux, en fait, maintiennent cette notion de flow. Donc, vous voyez ici vos capacités et ici la difficulté. Si je vous donne un problème qui est extrêmement facile, et vous êtes extrêmement capable. Par exemple, je vous dis, récitez-moi la table de multiplication de 2. C'est super, c'est pas très intéressant. Ça s'appelle l'ennui. Si je vous dis, inversement, démontrez-moi le théorème de Fermat en 20 minutes, sinon je vous tue, même en 1 heure, même en 3 jours, je dirais, même en 2 semaines, vous êtes là-haut, vous êtes en stress, parce que vous ne saurez pas le faire. Et alors le flow, c'est quoi? C'est la capacité à créer un problème suffisamment intéressant pour qu'on ait envie d'y aller, mais pas trop dur, sinon on lâche. Et en fait, le flow, c'est garder ça dans la durée. Et c'est pour ça que les jeux, ils sont faits comme ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est facile, vous avez un tutoriel. Après, vous commencez à jouer, vous dites « Ah, c'est pas mal !» Et puis « Ah, ça devient compliqué. » Puis il y a le méga boss. Mais comme vous pratiquez, vous devenez meilleur, et donc vous battez le boss. Donc c'est ennuyeux. Ah, on vous met à un niveau plus difficile. Et on continue. Tous les jeux sont basés sur ce modèle-là. Pour les techniciens, et techniciens, je mets beaucoup d'admiration dans le terme, d'entre nous, c'est... vous savez, les développeurs, quand vous prenez votre ordinateur à 9h du soir et vous dites « Bon, je vais coder une petite demi-heure tranquille. » Et vous levez la tête, il est 3h du matin. C'est ce moment-là. C'est ce moment où le temps passe tout seul. Vous n'avez rien vu passer, parce que vous êtes dedans. Qu'est-ce que ça veut dire garder le flow? Ça veut dire laisser les gens bosser, arrêter avec les réunions qui ne servent à rien, arrêter avec la bureaucratie qui ne sert à rien, arrêter avec la paperasse, arrêter avec les workflows qui ne servent à rien. Dans le monde du digital, ça va vite et c'est efficace. Et en fait, si vous voulez que les gens puissent avancer vite, il faut les laisser faire. La frustration dont je parle, ce n'est pas la frustration bureaucratique. C'est la frustration du fait que c'est difficile, mais qu'on a une discipline pour résoudre. Pas une frustration qui vient d'en haut et qui n'a aucun intérêt. Quand les gens sont dans le flow, ils produisent énormément. Vous savez combien de temps il faut pour se reconcentrer lorsqu'on est interrompu dans une tâche? 23 minutes. Quand on fait du développement, et je parle pour les techniciens encore une fois, il y a une très belle image que je n'ai pas retrouvée. Vous voyez un développeur qui est en train de développer, et en fait, l'image, c'est qu'on met tout en mémoire nous-mêmes, dans notre tête. Les variables, les algos, les lignes de code, on met tout en mémoire. Et quand quelqu'un vient vous parler, tout sort de votre tête. Et quand vous devez vous remettre, vous devez remonter en mémoire tout ce que vous aviez en tête. 23 minutes à chaque fois que vous êtes dérangé. Imaginez quand vous faites des réunions à 9h30, 10h30, 15h30, plein milieu d'un travail. Jean-Paul Sartre disait 3h de l'après-midi, c'est toujours trop tôt ou trop tard pour démarrer quelque chose. Mais c'est vrai. Moi, dans mon calendrier, de 10 à 12 et de 3 à 5, j'ai interdit de démarrer des réunions. Parce que je suis en plein dans quelque chose. Garder ce flow, ce n'est pas que les réunions, encore une fois, hein, je vous parle de toutes les perturbations extérieures. Faire en sorte que les gens qui font un travail, votre rôle, à vous, manager ou autre, c'est de préserver cet environnement-là. Je vais terminer sur le manifeste agile. Vous savez, je vous ai parlé du manifeste agile il y a 20 ans. Ce manifeste agile, il dit quoi? Il dit que nous privilégions, donc le signe supérieur veut dire nous privilégions, ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte de ça, mais on privilégie les individus, les interactions par rapport à un processus et des outils. Vous pouvez lire mieux que moi, logiciel qui fonctionne, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, il y a pas vraiment de polémique là-dessus. C'est intéressant parce que ça a été écrit il y a 20 ans. Cette notion-là, hein, de privilégier ce qui est là plutôt que là, il y a 20 ans. Vous savez quoi, si vous regardez bien, ça, c'est que de l'énergie et de la discipline et de la frustration. C'est-à-dire que, je vais revenir en arrière 2 secondes, prenons le premier. Quand on a des processus et des outils, on est frustré par l'outil parce que l'outil existe, il est pénible s'il n'est pas bon, mais on se conforte dans le fait de dire « Désolé, cher client, désolé, cher métier, désolé, cher informatique, il y a un process. Désolé. Ah, le produit final est nul, mais désolé, c'est le process. »
il faut un outil pour faire ça. Il faut un outil de gestion de je sais pas quoi. Oui, mais c'est pas efficace, on s'en fout. C'est le process. Et ce que disait l'AG à l'époque, c'est non. On va se parler et on va travailler en tant qu'humain. C'est exactement ce que je vous dis sur la frustration. C'est on va parler à des gens. Vous vous rendez compte, en 2019, on parle à des gens. C'est-à-dire qu'on va devoir polémiquer, on va devoir négocier, on va devoir discuter ensemble pour trouver une solution. Et c'est mieux que les process et les outils. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, ça veut dire que c'est mieux. Ça fait mal, c'est pénible de se dire on est une entreprise où on ne se parlait pas, maintenant on va devoir se parler. Le deuxième, on va prendre le dernier par exemple. L'adaptation au changement plutôt que suivre un plan. Qu'est-ce qu'il y a de meilleure pente que le plan? On démarre le 1er janvier un projet, et un plan. Et tout le monde voit qu'on n'y est pas, mais il y a un plan. Qu'est-ce que ça demande comme discipline et comme énergie de remettre à jour ce plan tout le temps? Et d'aller négocier avec son patron, de dire « Hey chef, on est en retard ». De dire au métier « Et vous savez quoi, on avait prévu de faire ça cette semaine, on n'a pas fini ». Vous vous rendez compte ce que ça veut dire comme travail énergétique? C'est ça le régime. C'est être capable de suivre ces principes. Ces principes-là, ils ont 20 ans, je répète, mais à chaque fois être capable de dire « Je prends de l'énergie sur moi, je prends de la discipline pour pouvoir le faire correctement, pour aller me battre contre la plus grande pente, qui est de ne pas faire cet effort ». Et en fait, c'est ça qui m'a marqué, moi, dans la notion de régime. Encore une fois, oublions le régime personnel, mais c'est que pour être capable de se transformer, il ne suffit pas de dire « j'introduis du digital ». Il ne suffit pas de dire « je fais de l'agilité ». Ce n'est pas ça le sujet. Parce que la réalité, c'est que sur le terrain, c'est dur. C'est dur. Il n'y a pas de magie. Et si c'est dur, ça veut dire qu'il va falloir se battre un petit peu contre nos frustrations. Ces frustrations individuelles pour le régime, elles sont peut-être rigolotes, mais c'est une bonne métaphore pour les frustrations collectives, où, je vous répète, il y a de la bureaucratie, il n'y a pas de la transparence, il n'y a pas la discipline de travail, et il n'y a pas la notion de travailler ensemble dans une douleur qu'on partage pour pouvoir avancer plus loin. Donc je suis revenu aux fondamentaux pour vous montrer que j'invente rien. Toute cette difficulté-là, aujourd'hui, qu'on a pour produire du logiciel dans le monde du digital et de l'agilité, il existait déjà avant. On a juste saupoudré ça avec des nouveaux mots qui s'appellent le digital, la technologie, l'IoT, l'intelligence artificielle. Mais en réalité, cette transformation culturelle, elle est beaucoup plus puissante parce que c'est elle qui va driver finalement comment vous allez vous changer dans votre entreprise. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.